Politique et conscience supramentale. Avant de débuter à proprement dit, je tiens à vous mentionner que si vous appréciez les nombreux enregistrements que je rends disponibles au public au fil des ans, parce qu'il y en a quand même au-dessus de 500 que j'ai produits, que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur le site web d'entreposage de données, archive.org, dont vous allez avoir les coordonnées là en bas de l'enregistrement, eh bien, vous pouvez faire parvenir une contribution financière pour m'apporter votre soutien à mes activités de diffusion web. Si vous appréciez les enregistrements que je fais au fil du temps et que quelque part ça vous fait du bien d'écouter ces enregistrements, alors pourquoi pas m'apporter une contribution financière en guise d'appréciation? Eh bien, par rapport à ça, vous allez pouvoir retrouver les informations nécessaires là, pour faire parvenir une contribution financière en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, PayPal là, qui permettent là, de me faire un transfert d'argent. Même chose pour les gens qui m'écoutent du Québec et qui ont un compte Interac. Donc, vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir une contribution financière. C'est sincèrement apprécié. Donc, après cette petite annonce, je vais aborder le sujet d'aujourd'hui. Donc, conscience supramentale et politique, j'ai choisi le sujet parce que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, il y a une certaine partie des gens qui s'intéressent à la conscience supramentale, entre autres à l'instruction qu'a amené à la surface du globe Bernard de Montréal, qui, pendant au-dessus de 20 ans au Québec, a donné des conférences pour diffuser la conscience supramentale. Donc, comme c'est une figure marquante dans le domaine, beaucoup de gens vont se référer à l'instruction qu'il a développée, qui est très intéressante. Et il y a beaucoup de personnes qui voient d'un mauvais œil le fait d'amener des considérations politiques dans le cadre d'enregistrements audio qui visent à parler de conscience, ou même de faire des enregistrements où il est question de sujets, que ce soit la vie après la mort, l'esprit, puis là de parler des sujets politique en lien avec la crise sanitaire. Donc, je sens qu'il y a une partie du public qui n'apprécie pas ça, qui peuvent voir ça comme un mélange de genres là, dépareillés. Eh bien, ce que j'ai à leur mentionner, c'est que, à quelque part, la conscience, si on définit la conscience supramentale comme étant une conscience intégrale, eh bien, elle nous permet de parler intégralement ou d'aborder n'importe quel sujet. Donc, moi, la compréhension que j'ai personnellement de la conscience supramentale, c'est un état d'être qui est généré et qui nous permet d'accéder à du savoir se rapportant à plein de sujets. Donc, autrement dit, il ne doit pas avoir de tabou en relation avec la conscience supramentale. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont interpréter, j'ai fait un enregistrement là, récemment où je faisais allusion qu'il y avait une pétition au Québec qui était disponible pour les gens qui s'opposent à la mise en place là, du passeport vaccinal, donc qui est censé d'entrer en vigueur bientôt au moment fait cet enregistrement vidéo. Donc des gens qui vont voir ça là, comme étant de l'activisme politique qui, dans le fond, y a des gens qui vont interpréter que si tu t'intéresses vraiment à la conscience supramentale, parle pas de ces sujets-là. C'est superficiel, tu te préoccupes d'éléments du quotidien, c'est de la banalité. Tu devrais plus aborder des questions fondamentales dans le cadre des enregistrements audio. Autrement dit, perds pas ton temps à aborder des sujets comme ça. Mais je dis à tous ces gens-là, faites attention, parce que si vous vivez d'une conscience supramentale, ça vous permet d'appréhender n'importe quel sujet.
Donc, ça soit autant la sexualité, des sujets en lien avec la métaphysique, des sujets qui ont attrait, par exemple, à des considérations artistiques. Ma compréhension de la conscience supramentale, c'est une conscience qu'on peut canaliser, on peut capter dans sa conscience et qui peut nous amener à travers la parole vibratoire à appréhender n'importe quel sujet sans tabou, sans limite, sans mettre de forme. D'ailleurs, c'est une conscience qui vise à faire éclater les formes. Autrement dit, si quelqu'un me dit ça se fait pas là, d'amener des considérations politiques dans des enregistrements, écoutez, la vibration que j'ai, c'est que si je vibre que à quelque part quelque chose manque d'ajustement, il manque d'ajustement. Et pour les gens qui se réfèrent à Bernard de Montréal, qui le voient comme une sommité dans le domaine de la conscience supramentale, un peu comme les gens vont se référer à Jésus-Christ comme étant l'initié qui est une sommité dans le domaine de la conscience christique, ou Bouddha dans le domaine du bouddhisme, eh bien, j'ai à leur mentionner ceci. Bernard de Montréal, si vous écoutez les cassettes, les enregistrements qu'il a diffusés au fil du temps, eh bien, vous allez remarquer que son discours est global. Il y a des enregistrements où il parle de la sexualité, il y a des enregistrements où il va parler des artistes, dans certains cas, les tartistes, quand les artistes, à quelque part, participent à l'astralisation. Il va parler de questions qui ont trait à la science, l'atome, par exemple. Donc, il parle de différents sujets. Puis il parle même de considérations politiques. Comme par exemple, il a fait allusion par rapport à la mémoire, dans le fond, culturelle. Bon, à plusieurs reprises, il faisait allusion, par exemple, par rapport aux Juifs. Bon, il disait que lorsqu'il y avait la montée du nazisme en Allemagne, donc, et que lorsque Adolf Hitler a pris le pouvoir, et que à quelque part, lui, il y avait un plan d'élimination des Juifs, eh bien, si les Juifs, dans le fond, avaient vu clair par rapport à la situation et étaient libres de l'appartenance au collectif, il y aurait des Juifs qui seraient partis à aller vivre, puis ça a été le cas, là, il y en a certains qui sont partis vivre dans d'autres pays comme les États-Unis. Il y a des Juifs qui ont émigré à New York face à la montée du nazisme en Allemagne et ils ont resté en vie. Autrement dit, quand ils ont vu qu'au niveau politique, la situation dégénérait, il y en a, en bon québécois, qui ont crissé le camp parce qu'ils étaient libres de la conscience culturelle, parce que leur conscience individuelle était suffisamment grande pour avoir l'audace de délaisser une culture et de vivre en fonction de leur individualité. Et par la suite, il y a des Juifs qui ont prospéré à New York, qui sont devenus des hommes d'affaires prospères avec le temps, et ainsi de suite. Donc, se sont bâtis une nouvelle vie. Il y a eu un exode qui s'est fait. Donc, il fait un commentaire politique parce que son propos a trait à la politique qui a eu cours en Allemagne. Donc, pendant la montée du parti nazi, qui est un parti politique qui avait été élu par le peuple dans les années 30. Et je mets l'emphase là-dessus. Là, à un moment donné, là, les gens qui m'écoutent là, depuis plusieurs mois, il faut allumer que présentement, il se passe des choses étranges en matière de politique. On a un gouvernement, que ce soit le Québec qui gouverne par décret, la même chose en France, qui met en place plein de mesures, et ces gens-là, à la base, ont été élus. Et moi, je parlais avec des gens dans le passé, puis on dit ça se peut pas qu'on soit dans une situation où il y a une dérive autoritaire qui puisse se passer sur le plan politique. Non, c'est impossible. Il faut rien prendre pour acquis. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie, là. Les gens ont voté pour Adolf Hitler, puis une fois qu'il a été élu démocratiquement, eh bien, il a mis en place plein de stratégies pour s'accaparer les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de la population comme bouc émissaire. Donc, il a monté une partie de la population contre une autre. Donc, divisé pour régner. Donc, il y avait les Allemands puis les Juifs. Puis, progressivement, il a mis en place un système de ségrégation sociale où une partie de la population était mise de côté. Ils pouvaient plus aller au restaurant comme avant. Ils pouvaient plus aller dans des lieux publics autant qu'autrefois, et ainsi de suite. Donc, un paquet de mesures qui sont mises en place. Il y a eu des décrets, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Et si ça s'est passé dans le passé,
savez-vous quoi? Ça peut se reproduire. Fait que là, à un moment donné, là, il y a eu un discours politique par rapport à ça. Bernard de Montréal, il disait derrière le mouvement nazi, il y a des forces anti-hommes. Donc, autrement dit, derrière le parti politique nazi, il y a des forces, des entités qui vont à l'encontre des intérêts de l'humanité. Puis ça, il a mentionné ça dans plusieurs enregistrements. Croyez-moi pas, là. Allez écouter les enregistrements de Bernard, là, ceux qui sont des puristes, là, qui ont toute la collection de Bernard, ils écoutent ça plusieurs fois par jour. Allez vérifier. Fait que là, il y a un propos à caractère politique. Parce qu'il dit que derrière un parti politique, il y a des forces anti-hommes. Puis moi, ce que je perçois présentement, c'est que derrière le parti politique de François Legault, la CAQ au Québec, et aussi le Parti libéral québécois, qui est l'opposition, qui fait partie de l'opposition, quand même un parti important au Québec, le Parti libéral avec Dominique Anglade, bien, il y a des forces anti-hommes derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui vont à l'encontre de l'épanouissement individuel et des libertés individuelles. Moi, c'est ce que je perçois clairement. Donc, dans les deux cas, ils poussent l'agenda pour augmenter les mesures de contrôle de la population. C'est ce que je perçois. C'est la vibration que j'ai. C'est qu'à quelque part, il y a une vibration qui cherche à contrôler les individus au nom de la sécurité par rapport à la peur, la menace. Donc, c'est ce que je vois. Fait que si Bernard de Montréal se permettait de commenter la politique allemande par rapport au parti nazi, je verrais pas pourquoi je m'empêcherais de commenter la politique québécoise ou même que Berthold, que j'ai interviewé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, et que vous pouvez retrouver plusieurs enregistrements sur le web, s'empêcherait de commenter la politique québécoise. Parce que là, présentement, il se passe des choses particulières. Puis à un moment donné, il faut voir la vibration qui est derrière les mesures de contrôle. Donc, il faut regarder à quelque part que si vous êtes sensible et vous prenez une mesure vibratoire derrière ça, ben vous allez voir que la vibration est pas jojo, est pas belle. C'est pas une vibration de lumière et d'amour. On peut ressentir la peur de certaines personnes derrière la volonté de mettre en place des mesures de contrôle. Et qui dit peur, dit possibilité d'être manipulé par l'astral qui vont amener des gens à vibrer à une peur à un point tel qu'ils vont en venir à un point à se soumettre à des mesures qui, autrement, ils n'accepteraient jamais de se soumettre. Et qu'est-ce que veut le plan astral? C'est maintenir son emprise le plus longtemps possible sur la psyché des êtres humains pour empêcher les expansions de conscience. Donc, le plan astral était derrière le parti nazi, puis le plan astral, à un autre niveau, est derrière certains partis politiques. Moi, je suis capable d'en parler ouvertement. Donc, c'est sûr qu'au niveau politique, si on pense à Bernard de Montréal, ben, il disait que les pays qui sont communistes, donc des pays là, qui contrôlent beaucoup les individus en mettant plein de règles, de mesures gouvernementales, donc des pays qui sont un peu plus à gauche, ça va à l'encontre dans le fond, des libertés individuelles. Puis, de ce que je comprenais de l'instruction de Bernard de Montréal, c'est que les pays communistes qui visaient le contrôle de l'individu par la société, à la différence des pays démocratiques, ben, ça va à l'encontre de l'individuation. Parce que derrière le communisme, on part du principe que le collectif est plus important que l'individu et que l'individu peut être sacrifié au nom du collectif. Donc, on peut imposer des mesures à l'individu au nom du bien-être collectif qui peut mener à des dérives, qui peut amener à limiter l'individu dans son développement. Fait que moi, de travers l'instruction de Bernard de Montréal, ce que j'ai entendu pendant plusieurs enregistrements, surtout dans les enregistrements de la période des années 80, parce qu'il faut comprendre que lorsque ces enregistrements ont été faits, il y avait d'un côté le bloc de l'Est avec les pays de l'URSS, donc la Russie, il y avait également la Hongrie, il y avait des différents pays communistes, donc qui, dans le fond, formaient un bloc à l'est de l'Europe, et il y avait également le bloc de l'Ouest,
avec les États-Unis, avec l'OTAN, avec des pays comme la Grande-Bretagne, la France, qui sont plus démocratiques. Et c'est sûr qu'il y a eu une grande période de tension là, dans les années 80. On avait la crainte d'une guerre thermonucléaire qui mettrait en opposition les deux groupes, donc à travers les deux pays en relation avec ces superpuissances que sont les États-Unis et également la Russie qui disposait alors d'une grande quantité d'armes nucléaires qui auraient pu mener à la fin de la civilisation comme on la connaissait. Et ça s'est pas passé. Mais à travers ses propos, il faisait allusion à ça. Donc, c'est encore de la politique. Et dans le fond, à un moment donné, il disait, les gens, il faut qu'ils s'allument dans la conférence du premier mystère cosmique. Parce qu'il dit, ah, regardez, c'est qui est derrière le mouvement antimilitaire? C'est qui a intérêt à ce que le mouvement antinucléaire, prolifère aux États-Unis? À un moment donné, les gens, il faut qu'ils se réveillent. Il y avait un propos comme ça. Le point, c'est qu'il fallait réaliser qu'à quelque part, il pouvait y avoir des agents communistes qui ont pu infiltrer les rangs, en fait, des manifestants contre la prolifération des armes nucléaires aux États-Unis pour que les États-Unis, à ce moment-là, arrêtent d'engendrer des armes nucléaires et se retrouvent dans une position de faiblesse par rapport à l'URSS et la Russie qui continueraient à générer des armes nucléaires. Donc, à ce moment-là, ce qui aurait arrivé, c'est que si les États-Unis, dans le fond, se retrouvaient dans une position de faiblesse, la Russie aurait eu le beau rôle pour, à ce moment-là, avoir un avantage compétitif. Donc, autrement dit, il faut faire attention parce que derrière certains mouvements politiques, comme le lobby antinucléaire, eh bien, ce qu'il peut y avoir derrière, c'est à quelque part la superpuissance opposée qui va chercher à freiner un pays pour l'arme nucléaire alors qu'elle a continué de les faire proliférer dans l'optique d'avoir un avantage au niveau international en tant que position dominante. Donc, il faut voir clair par rapport à ce qui se passe puis derrière les lobbies puis le phénomène de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'on peut penser que derrière un lobby, c'est simplement des Américains, mais il peut y avoir des agents qui sont infiltrés aussi. Faut faire attention. Donc, autrement dit, si vous passez en revue le propos de Bernard de Montréal, il a été souvent question de politique. Puis une des implications politiques fondamentales, si la personne n'est pas à l'aise avec le régime politique, prenons, puis qui est individualisé, au lieu d'y laisser sa peau, la personne peut aller ailleurs. Donc, il disait, c'est sûr que la personne qui est juive, qui voit que la situation se dégrade, la personne, dans le fond, qui est individualisée, qui est prête à aller ailleurs, de laisser des mémoires collectives, elle s'en va dans un autre pays où elle va mieux vivre. Autrement dit, elle va selon la vibration. Puis je vous dirais qu'à ce niveau-là, ça revient au principe d'être libre la forme. Moi, je suis libre la forme du peuple québécois, là. Autrement dit, là, présentement, je vis au Québec. Puis là, je vois que les mesures augmentent. Il y a des provinces voisines. Il n'y a pas de question de mettre en place de passeport vaccinal ou de port de masque obligatoire à l'intérieur pour la population générale ou les jeunes dans les écoles primaires, secondaires, cégep, université. Mais non. Il y en a qui ont laissé de côté les mesures. Même chose pour des États du Sud aux États-Unis. Si on pense à la Floride ou au Texas, mais non. Donc, moi, autrement dit, ce que je vous dis, c'est que peut-être un jour, j'envisagerai, si je vois que la situation se dégrade trop au Québec, d'aller vivre dans une autre province ou aller vivre aux États-Unis. Je pourrais être honnête avec vous, ça risque d'être compliqué parce que j'ai une base en anglais. Je me débrouille, mais je suis pas parfaitement bilingue. Et comme le disait l'animateur radio québécois André Arthur, il dit, si vous voulez garder le monde captif au Québec, vous n'avez pas besoin de créer des espèces de points de contrôle avec des fils barbelés puis des soldats avec des mitraillettes pour empêcher les gens de quitter avec d'immenses clôtures puis une muraille. Mais non. Vous n'avez rien de besoin de tout ça. Vous avez juste à mal enseigner l'anglais
Puis les gens sont captifs ici parce qu'ils maîtrisent pas assez la langue anglaise. Donc on n'a pas besoin, un peu comme en Corée du Nord, là, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Bon, mais les gens de la Corée du Nord, c'est très compliqué qu'ils quittent la Corée du Nord pour aller en Corée du Sud parce que il y a des gardes armés un peu partout pour les empêcher de passer. Bon, on n'a pas besoin de ça ici. On a la barrière de la langue. Quelqu'un qui parle pas anglais assez, il peut pas aller vivre aux États-Unis, puis en tout cas, c'est très compliqué, puis d'être capable d'avoir un emploi qui est décent, ça devient complexe. Donc, autrement dit, le système est fait pour nous garder captifs, fait qu'on a des mesures très répressives, mais de se déplacer pour aller dans une province qui est totalement anglophone ou essentiellement anglophone, comme par exemple la Colombie-Britannique, l'Alberta, c'est plus difficile. C'est sûr que, bon, quelqu'un qui part du Québec, qui s'en va en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, oui, il y a des zones qui sont plus francophones, là. Mais quand même, c'est pas évident. Moi, je me ferme à rien. Tu sais, je regarde ça. On connaît une situation qui se dégrade ici. Et le fait de voir que, dans le fond, autrement dit, de vivre sur Terre, là, ça a des implications politiques. Donc, si quelqu'un décide de résider dans un pays plutôt que d'autres, ben il y a des il peut y avoir un contexte aussi derrière ça, un taux vibratoire. Bon, pour l'instant, j'ai la vibration d'être au Québec. Là, je regarde comment que les événements se déroulent. Tu sais, si ça s'accentue trop, peut-être que j'envisagerai d'autres éventualités. Donc, autrement dit, moi, je pars du principe que dans la vie, il faut se fermer à rien. Puis aussi, je me permets, puis c'était l'essentiel de mon propos d'aujourd'hui, d'aborder n'importe quel sujet sur ma chaîne YouTube, et j'encourage les gens à en faire autrement. La conscience vibratoire est dans la liberté de la parole qui nous permet d'appréhender n'importe quel phénomène de conscience à travers une parole libre. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben là, si tu fais du militantisme, tu parles de faire signer des gens à une pétition comme je l'ai fait récemment, c'est pas supramental, c'est pas de la conscience, tu te fais astraliser à travers ça. » Écoutez, par rapport à tout ça, c'est de regarder si, quand que je parle de ça, c'est en harmonie avec la vibration globale de mon être. Donc, c'est de regarder si j'ai la vibration pour faire ça. Même chose pour les gens qui font des manifestations. Même chose pour les gens qui, à différents niveaux, vont agir. Il y en a qui vont aller à des conférences de presse, comme Amalega François, que j'ai vu il y a quelques instants. Là, il y a été une conférence de presse de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, puis il a posé des questions. Si la vibration de faire ça, sincèrement, pour moi, c'est œuvre de conscience. Tout peut faire en conscience. Donc, autrement dit, si la personne fait quelque chose parce qu'elle a la vibration pour faire ça, je pars du principe qu'on peut faire n'importe quoi en conscience. On peut chier en conscience, on peut déféquer, on peut faire l'amour, puis également, on peut signer une pétition aussi. Autrement dit, si votre vision de la conscience supramentale, c'est juste de parler des sujets de manière un peu plus théorique, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, puis ça soit très désincarné, puis aucune implication pratique sur le plan physique, dans le ici maintenant, pour moi, c'est une vision limitative de la conscience. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une vision comme ça, ils veulent pas s'impliquer au niveau politique, et c'est correct, je les respecte, ça leur appartient. Mais en même temps, il faut réaliser que quelque part, il y a un prix à payer par rapport à ça. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben là, quelqu'un qui va s'opposer au passeport vaccinal ou au port du masque obligatoire, c'est une perte de temps. » Ouais, mais si la personne est conférencière, puis elle veut donner des conférences sur la conscience et qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais elle dépense pas de l'énergie à ce niveau-là, ben qu'elle se plaigne pas par la suite qu'à quelque part, elle peut plus donner des conférences comme avant. À un moment donné, j'ai eu l'année passée pas une conférence, mais une discussion avec Marc Delassalle, auteur et conférencier, que j'avais reçu à plusieurs reprises là, sur ma chaîne de diffusion web. Et j'avais dit à un moment donné, Marc, écoute, si dans le fond les gens font rien, ben à quelque part, tantôt, quand va venir le temps pour toi de donner une conférence, ben tu vas être obligé
par convention sociale, par normalité sociale, d'obliger les gens qui assistent à la conférence d'être à 2 mètres les uns des autres, de porter le masque obligatoire, de se laver les mains à l'entrée, puis si durant la conférence, il y a des gens qui portent pas le masque comme il faut, des avertir, puis si tu le fais pas, probablement que la personne qui va faire la location de la salle de conférence dans un bel hôtel va te dire, écoutez, monsieur, votre public ne respecte pas les normes sanitaires, ben nous, on vous loue plus. Parce que sans ça, on n'est pas confortable avec ça, puis vous ne suivez pas les mesures, vous n'êtes pas correct. J'avais averti Marc Delassalle qu'à quelque part, il y a des enjeux pratiques si on veut continuer à donner des conférences à visage découvert l'année passée. Résultat, à peu près 1 an après, comme vous pouvez le constater pour les gens qui m'écoutaient au Québec, eh bien, le port du masque est toujours obligatoire. Pourquoi? La plupart des gens, de ce que je comprends, selon les sondages au Québec, seraient pour les mesures. Ils aiment ça. En tout cas, ils aiment l'injection aussi. Les gens sont massivement... Ça leur appartient. Moi, j'ai respecté ça. Par contre, j'aime respecter. Et c'est sûr que ma vision fondamentale d'une conférence en conscience, c'est une conférence où les gens dans la salle sont libres de porter, oui ou non, le masque selon leur volonté individuelle. Autrement dit, je suis pro-choix. Et pour moi, un conférencier qui respecte son public, c'est un conférencier qui disait, écoutez, si vous voulez porter le masque, puis être à 2 mètres des autres, puis pas donner la main aux gens, vous pouvez le faire, j'ai pas de problème. Si vous voulez vous donner des câlins ou pas porter le masque, ça vous appartient. Moi, c'est le contexte idéal que je vois pour donner des activités. De conférences. Autrement dit, c'est de laisser les gens vivre en fonction d'eux-mêmes. Donc, même chose pour le passeport vaccinal, que la personne ait ou non le passeport. Le conférencier, lui, il est là d'abord pour véhiculer une vibration, puis d'être en contact avec des gens qui ont la sensibilité de capter cette vibration-là. Donc, autrement dit que la personne, qu'elle soit injectée 1 dose, 2 doses, 3 doses, car si je fais un petit peu de prédiction, là, je suis capable de vous dire que probablement, dans les prochaines semaines, comme aux États-Unis, puis également en Israël, on va vous parler au Québec de la 3e dose que vous allez avoir besoin, la dose de rappel. Et oui, je vous fais cette prédiction-là. Et l'autre prédiction que je peux vous faire, c'est que probablement qu'on va parler d'injecter là, probablement dans les prochains jours là, les enfants là, à partir de l'âge de 6 mois pour qu'il y ait plus de gens qui sont injectés. On veut rejoindre plus de monde possible. Donc, ça, c'est un volet politique. Mais moi, mon principe sera toujours dans le respect fondamental de l'individu. C'est quoi que l'individu veut vraiment dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut vraiment qu'il soit injecté ou non dans son corps? Et s'il se fait injecter pour respecter sa conscience, il faut que ça se fasse d'une manière libre et consentante. Libre, c'est que la personne n'est pas sous la contrainte et la menace de perdre des droits démocratiques élémentaires. Et aussi, que ce soit un consentement qui est éclairé. Autrement dit, la personne, qu'elle soit consciente, c'est quoi la substance qu'elle se fait injecter dans le corps? C'est quoi l'impact qu'elle peut avoir sur sa santé présente et aussi à long terme? Et pendant combien de temps la substance peut être efficace? Et si la personne n'a pas toutes ces informations-là, ça c'est au niveau intellectuel, on peut pas dire qu'elle a donné un consentement libre et éclairé à quelque chose. D'ailleurs, l'un des fondements au niveau médical par rapport à l'administration d'un soin, c'est que le médecin, surtout pour une intervention d'importance comme par exemple une opération à cœur ouvert, ça prend au préalable un consentement libre et éclairé. Donc, je reviendrai jamais assez là-dessus. Pour moi, c'est un fondement nécessaire pour respecter pleinement la conscience de l'individu. Donc, autrement dit, tout ça pour vous dire que le vécu de la conscience sur Terre dans un contexte en tant qu'individu, en tant qu'être au monde à travers un corps, a des implications politiques. Que vous faites injecter ou non une substance dans le corps, ça a des implications
dans votre vie sociale et politique, dans le sens que ce qui peut faire la différence entre aller ou non au restaurant. Donc, en tout cas, on est sur le point que ça arrive au Québec, là, au moment où est fait l'enregistrement, là, mais c'est déjà le cas en France. Fait que, dans le fond, ça a une implication sur sa vie publique qui implique le rapport aux autres, donc dans le sens politique, donc dans votre rapport aux gens. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Fait que moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a une dimension politique à la conscience. Et c'est sûr que l'individu doit se respecter. C'est sûr qu'à quelque part, si l'individu n'a pas la vibration de faire du militantisme pour défendre des droits sociaux, ça lui appartient. Et l'individu peut aussi agir à plusieurs niveaux. Quelqu'un peut faire un rapport de force dans sa relation avec l'esprit à travers les événements oppositionnels qui vont à l'encontre de ses droits et libertés. Parce qu'à travers la volonté d'affirmer sa liberté dans son rapport aux situations de son environnement, il affirme simultanément sa volonté d'être libre au plan astral et au plan de la lumière. Car à travers les actions concrètes, comme par exemple prendre la parole au micro, la personne peut, par exemple, affirmer « Je déclare que je suis souverain dans ma conscience ». Donc, je déclare que je n'ai pas peur, que je ne tomberai pas sous le poids de la menace, chantage, intimidation. Donc, quelqu'un peut faire une affirmation très ferme, à savoir qu'il ne se laissera pas décentrer par toute technique de manipulation à travers la crise pour l'amener à ramper et à implorer les responsables du régime de se faire injecter une substance dans le corps, s'il n'en a pas envie. Si la personne veut se faire injecter, ça y appartient aussi, c'est correct. Moi, je respecte les gens. Je suis en contact avec des gens qui sont pour la mesure, d'autres qui sont opposés. Par contre, en tant qu'individu, je me donne le privilège de me positionner individuellement par rapport à tout élément auquel je suis exposé. Puis je me donne le pouvoir aussi d'exprimer par la parole le réel de ce que je vis en relation avec ça. Fait que si je vois qu'il y a des mesures qui sont pas intelligentes parce qu'elles briment mes libertés, je me donne le droit de l'exprimer haut et fort. Puis si je vois qu'il peut y avoir une dérive, là, comme par exemple la mise en place d'un passeport sanitaire au Québec, et que ça peut être très préjudiciable pour un collectif, je me donne le droit de le dire. Et je le fais présentement au micro, puis je l'ai déjà fait aussi dans d'autres enregistrements, parce que toute forme de ségrégation a amené sur le plan social et historique. Vous avez juste à regarder qu'est-ce qui s'est passé là avec l'Afrique du Sud, où il y a eu la ségrégation sociale, même chose dans le sud des États-Unis avec les Noirs, l'esclavage, même chose dans l'Allemagne nazie par rapport aux Juifs. Ça a amené des désordres sociaux abominables. Et même si on pense aux États-Unis, il y a eu quand même la marche des droits civiques, Martin Luther King, donc il y a eu tout un mouvement pour que les gens noirs puissent avoir une égalité de droits là, par rapport aux blancs, que ce soit pour avoir accès au restaurant, l'éducation, à l'université. Bon, mais même si dans les années 60, 70, la situation s'est améliorée pour la communauté noire qui a été opprimée aux États-Unis, il faut réaliser que des cas de racisme, de privilège racial, il y en a encore aujourd'hui. Autrement dit, les retombées du racisme qui ont été vécues d'une manière systémique aux États-Unis, avec une société raciste. Tu sais, quand on parle que quelqu'un peut pas aller au restaurant parce qu'il est noir, c'est un racisme qui, dans le fond, qui était vécu socialement d'une manière ouverte. Donc, même si ça a pris fin, imaginez-vous donc qu'à peu près 50 ans après, on a encore les contre-coups de ça. Donc, autrement dit, il y a encore des problèmes de racisme aux États-Unis. Il y a eu des bavures policières. Si on pense à John Floyd lors de l'année 2020, qui a été arrêté d'une manière brutale aux États-Unis. Ensuite, pour la question de l'égalité des chances entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis en termes d'accès à l'éducation, ensuite d'accès à la propriété, ensuite il y a plusieurs variables là, qu'on pourrait mettre de l'avant, mais je veux dire, il y a encore des problèmes d'inégalité et d'injustice là.
Et c'est sûr que les répercussions de la ségrégation sociale qui ont eu cours aux États-Unis, la société américaine en paye encore le prix aujourd'hui et c'est pas fini. Il y a des déségrégats astraux incroyables qui sont nourris de la division de la population. Et c'est sûr que présentement, au Québec, il est en train de se constituer des égrégats énergétiques extrêmement forts, extrêmement polarisés, qui donnent place déjà à beaucoup de clivages entre des gens qui sont pour les mesures, des gens qui sont contre. Fait qu'on assiste à une population qui est de plus en plus divisée. Et à quelque part, le gouvernement met de l'huile sur le feu. Si on pense au fait que par rapport à la mise en place du passeport vaccinal, François Legault a refusé qu'il y ait une commission parlementaire, qu'il y ait un dialogue avec différentes personnes par rapport à ça. Ben, ça fait que à quelque part, il n'y a pas d'ouverture à dialoguer, fait qu'il n'y a pas d'ajustement. Fait que là, les gens qui, dans le fond, sont opposés au gouvernement, ben, ils peuvent pas s'exprimer. Fait que ça fait des gens qui sont frustrés, qui se sentent mis de côté, rejetés. Donc, ça crée une espèce de corps de souffrance énergétique d'une partie de la population québécoise, un égrégore où ce que des gens peuvent se sentir victimes. Et puis, il y a une polarisation aussi à travers les médias pour s'opposer aux gens qui sont pas nécessairement d'accord aux mesures. Donc, la polarisation sociale qui a cours depuis plusieurs mois a été mis en place par les médias. Ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est des gens à Radio-Canada, à TVA, qui ont parlé des pro-masques puis anti-masques. Ils ont parlé des gens qui sont pour les mesures contre les mesures. Les gens qui sont pour le couvre-feu contre le couvre-feu. Les gens qui sont pour l'injection, des gens qui sont contre l'injection. Des gens qui sont pour le passeport vaccinal, puis des gens qui sont contre le passeport vaccinal. Donc, tout le temps de la polarité, alors que des gens qui sont contre, par exemple, l'injection, dans le fond, dans mon environnement immédiat, j'en connais pas. J'ai des gens qui sont libre choix en matière d'injection. Ça, j'en connais plusieurs. Mais des gens qui sont vraiment contre, là, j'en connais pas. Mais les médias vont décrire ceux qui sont pour le libre choix en matière de bord du masque comme des gens qui sont contre pour les diaboliser. Autrement dit, présentement, ce qui se passe, c'est que les médias de masse constituent des égrégores d'énergie où une population est amenée à s'opposer à une autre partie de la population. Et ce qu'il faut faire, c'est être lucide et réaliser que derrière les médias, derrière le gouvernement ou le gouvernement qui nous materne au Québec, il y a des entités astrales qui ont tout intérêt à ce que la population humaine soit divisée. Dans le passé, ils ont réussi à diviser les gens pour des questions de couleur de peau. On l'a vu avec l'apartheid en Afrique, là, pour des questions de religion. Il y a eu plein de guerres de religion, que ça soit vous les connaissez, là, il y a eu en Irlande, il y avait les protestants contre les catholiques, de la religion chrétienne. Donc, même au sein de la même religion, il y a eu des guerres de religion. Ensuite, les gens ont été divisés par rapport à l'orientation sexuelle. Donc, autrement dit, dans le passé, il y avait des gens qui méprisaient les homosexuels. Ensuite, les gens ont été divisés par rapport au sexe. Donc, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes là dans les sociétés anciennes. Là, les femmes n'avaient pas le droit de vote là il y a à peine quelques décennies. Donc, il y a eu beaucoup de divisions, des gens qui ont été désignés comme étant des boucs émissaires. Fait que ça, c'est une tactique connue de l'astral. Diviser pour régner, là. Le célèbre adage de Machiavel, c'est utilisé abondamment. Pourquoi? Parce que pendant que les gens sont polarisés, pour ceci, contre cela, c'est qui empoche l'énergie? Qui s'en nourrit? C'est le plan astral. Autrement dit, qu'il y a des gens qui soient opposés puis qui parlent en mal d'un autre camp qui a une opinion différente, ben, celui qui gagne de tout ça, c'est le plan astral, parce que les gens sécrètent des énergies qui gardent ces personnes-là dans des états de déséquilibre énergétique. Autrement dit, qu'il y ait des pro-mesures, anti-mesures, pro-masques, pro-passeport, pro-ci, pro-ça, qui s'opposent, ben, ça fait une humanité qui est divisée et une humanité qui peut s'astraliser.
Donc, c'est sûr que vous pouvez me dire, ben écoute, tantôt tu disais que la conscience permet de prendre de position, puis si tu prends une position par rapport à quelque chose, tu te polarises. Oui, mais il y a une nuance à faire. Et là, elle est subtile et c'est comme le plat de... j'allais dire le plat de résistance de mon enregistrement, là, l'élément fondamental sur lequel je veux en venir, c'est que de prendre position par rapport à quelque chose, si on le fait en relation avec la vibration de l'esprit, sans nourrir de la haine contre l'homme qui a une position opposée, à ce moment-là, ça peut être un acte vibratoire. Si la personne prend position pour se libérer de l'astral derrière l'individu qui cherche à nous dominer ou qui cherche à mettre en place un agenda politique pour nous asservir. Donc, si la personne est capable de contester l'astral, par exemple, derrière un politicien, donc la structure énergétique astrale planétaire qui est en relation avec l'agenda mondialiste du nouvel ordre mondial dans l'optique de mettre en place une technocratie, et qu'il y a une structure énergétique d'entités astrales qui sont en relation avec des inventions technologiques qui ont déjà existé, soit dans des civilisations disparues ou qui ont eu accès en relation avec des archives d'êtres d'autres planètes, puis ils vont puiser dans ces éléments-là pour essayer d'introduire ça dans l'optique de garder leur mainmise sur Terre par des moyens de plus en plus sophistiqués, que ce soit la reconnaissance faciale, la mettre en place d'un passeport qu'on scanne régulièrement, ensuite implantation d'une puce sous-cutanée, etc. Donc, les moyens technologiques qui peuvent récupérer dans les archives akashiques que parlent certains, donc les archives de qu'est-ce qu'il y a eu cours sur Terre par les êtres humains ou des voyageurs. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des extraterrestres qui, dans le passé, sont venus sur la Terre, ben, leurs activités sont également enregistrées dans les annales astrales et qui peuvent avoir accès à ça. Fait qu'autrement dit, c'est des extraterrestres qui ont des technologies de contrôle. Ben, les entités astrales peuvent avoir accès aussi à l'information parce que ça fait partie des éléments mémorisés dans la structure énergétique qui se rapporte aux événements passés de la Terre auxquels certaines entités peuvent avoir accès, puis aller puiser l'information, puis utiliser l'information et tout élément et forme qui a été amené au niveau du collectif humain peut être récupéré pour manipuler le collectif humain et le dominer. Un peu comme un avocat qui va dire tout ce que vous dites là, peut être retenu contre vous. Là. Ben, le plan astral fait exactement ça. Donc, toute technologie de contrôle qui peut exister ou qui a déjà existé sur Terre ou qu'un voyageur du cosmos avait en sa possession alors qu'il était sur Terre, ben, tous ces éléments-là peuvent être utilisés pour manipuler l'être humain. Puis les entités astrales, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont donner des idées à des dirigeants en disant « Ah, on va mettre en place un passeport. » Mais là, l'entité astrale, elle ne dévoilera pas tout son jeu. Ben non. Elle ne dévoilera pas premièrement son existence. Elle va parler dans le mental du politicien qui veut bien faire au-dessus. Au jeu, pardon. Elle ne lui parlera pas au-dessus parce qu'elle ne veut pas dévoiler son jeu. Fait que là, le politicien, ça va dire « Ah, je veux mettre en place des mesures de contrôle social. » Comme un passeport. Puis là, lui, il pense qu'il a eu cette idée-là de génie. Mais ça vient pas de lui. Il a téléversé. L'idée a été téléversée dans son mental par des entités qui ont un agenda de contrôle sur la Terre, au même titre que présentement, une idée qui va dévoiler certains éléments de manipulation peut être téléversée dans mon mental en relation avec mon contact avec l'esprit. Ça va dans les deux sens, hein? On a la matrice planétaire avec les entités astrales qui cherchent toujours à augmenter leur contrôle, puis simultanément, on a la matrice au niveau cosmique et primordial qui existait avant le plan astral, donc qui se rapporte au plan éthérique, qui est constituée d'entités qui cherchent à descendre des nouvelles vibrations sur Terre. Et comme les entités astrales n'aiment pas ça qu'il y ait des descentes d'énergie nouvelles, ben, ils cherchent à augmenter le contrôle puis créer la peur par différents moyens, différentes menaces. Et simultanément, l'énergie, en même temps, elle pousse à l'intérieur de certains individus pour s'exprimer, puis dévoiler la manipulation et rayonner d'une énergie nouvelle à travers la parole qui change momentanément l'éther de celui qui la diffuse
et qui peut amener l'individu qui écoute l'enregistrement de bénéficier d'une vibration différente de celle qui est véhiculée par les agents propagateurs du plan astral, c'est-à-dire les politiciens et les médias de masse. Et le contrôle des entités astrales repose essentiellement sur un élément, la peur. Autrement dit, le politicien qui a peur que des scandales soient dévoilés par rapport à sa personne, tu peux le faire chanter. Le politicien qui a peur de perdre ses élections, tu peux le faire chanter. Le politicien qui a peur d'avoir l'air fou, tu peux le faire chanter. Même chose pour le journaliste dans le média. Un journaliste qui est massivement payé par le gouvernement en période de crise, puis il a peur de perdre son travail, ben il va dire ce que veut entendre le gouvernement. Mais si le gouvernement, comme je l'explique il y a quelques instants, est manipulé lui-même par la peur, ben à ce moment-là, le gouvernement est pas libre. Ensuite, l'animateur de radio sur des ondes commerciales qui est massivement subventionné avec les autres médias à coups de millions ici au Québec à chaque mois pour relayer toute la propagande gouvernementale, ben lui, il a peur de perdre son travail. Parce que s'il n'y a pas de publicité du gouvernement ou financement du gouvernement pour permettre à sa station de vivre artificiellement, donc que ce soit un journal écrit, même principe, ben il est à quelque part sous influence, puis il peut pas parler librement. Et les membres du gouvernement, ben c'est sûr qu'ils sont sous influence par la suite de regroupements internationaux, que ce soit le Forum économique mondial, que ce soit l'ONU. Il y a différents regroupements internationaux qui ont un agenda. Puis eux autres, ils vont chercher à influencer les membres du gouvernement. Et c'est sûr que le gouvernement peut être influencé, ensuite le journaliste peut être influencé, ensuite les ministres de l'Éducation peuvent être influencés par la peur. Donc, imaginez le ministre que s'il met pas en place certaines mesures, ben on va dire tu vas perdre ton poste. Puis là, il a peur de perdre son poste parce qu'il est habitué à un train de vie. Il a besoin d'argent pour payer sa maison, son auto, nourrir ses enfants. Fait qu'on peut chercher à manipuler par la peur. Ensuite, les enseignants, même chose. On peut chercher à manipuler par la peur. Donc, les gens dans le domaine de la santé, on peut chercher à les manipuler en disant, ben là, si tu te fais pas injecter, comme c'est le cas au moment où je fais l'enregistrement, ben vous allez perdre votre travail. Donc, le gouvernement a annoncé au Québec que si les gens dans le domaine de la santé c'était obligatoire l'injection. S'ils ne se font pas injecter, ils perdent leur travail. Fait qu'on cherche à les manipuler par la peur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intimidateur, qui est le gouvernement, à la tête de la structure, lui-même vit de l'intimidation. Lui-même, il est manipulé. Parce que un être qui est totalement libre, qui est souverain dans sa conscience, il ne cherchera pas à dominer les autres. Mais ce ne sera pas dominé non plus par les autres. C'est un principe universel parce que, à quelque part, quelqu'un qui cherche à dominer les autres, à s'imposer aux autres, c'est un manque de respect. Donc, c'est un manque de conscience. C'est un manque d'intégration du principe de l'amour. Parce qu'il y a l'amour, la volonté, l'intelligence que parlait de Bernard de Montréal. Bon, ben, quelqu'un qui vit d'une conscience universalisée, il est obligé d'agir en conséquence. Parce que sans ça, ils ne démontrent pas concrètement qu'ils ont intégré une conscience qui est universalisée. Donc, si quelqu'un domine les autres d'une manière injustifiée, ça s'appuie pas sur de la science, ben, quelque part, c'est un abus d'autorité, c'est un manque de respect, et c'est une conscience qui manque d'ajustement. C'est une conscience retardataire, et c'est une conscience qui peut être sous l'influence de forces anti-hommes, qui vont à l'encontre de l'homme avec un grand H, de l'individu qui est souverain dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas personne au-dessus de lui pour dire quoi faire, puis il n'y a pas personne non plus qui va dominer, qui va mettre en dessous de lui. Donc, c'est ça le point que je voulais faire. Et essentiellement, par rapport à cet entretien, ce que vous devez saisir, comme je le mentionnais tantôt, c'est que vous pouvez agir sur le plan politique, sur tous les plans, en autant que ce soit cohérence avec votre être dans son intégralité, que vous ayez la vibration par rapport à ça, dans une attitude de transparence. Faut pas que vous vous mentiez à vous-même, fondamentalement. Faut être honnête avec soi. Donc, si j'ai la vibration que tel élément, c'est ça, ben, c'est ça. Autrement dit, c'est d'agir avec une forme d'intégrité par rapport à soi. Puis là, vous allez vous rendre compte que vous allez en avoir de l'énergie, vous allez avoir de la puissance. Parce que quand on vibre à la peur, puis on est refoulé,
on est comme des gens qui sont castrés. On n'a pas de pouvoir dans la parole. On n'a pas de puissance. Et les gens qui sont sous la paire, ben c'est là que ça donne place à l'attitude apaventiste, la soumission, qui amène à accepter des choses qui autrement ils n'accepteraient jamais. Et c'est ça qu'il faut réaliser à un moment donné, là. Donc, c'est le point que je voulais faire aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement audio. Donc, comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et vous mentionne que si vous appréciez mes enregistrements, que si vous avez envie que je continue à parler dans un micro, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière pour me soutenir dans mes activités de diffusion web. Vous allez avoir les informations à cet effet en bas de l'enregistrement présent, advenant que vous aimeriez me faire parvenir un virement d'argent par les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Au revoir.